Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans la partie 2 de l'épisode où je vous parlais de mes 10 piliers essentiels pour les femmes de plus de 35 ans. Dans la première partie, je vous parlais des 5 premiers piliers qui sont donc pilier 1, d'arrêter de croire que tout est dans votre tête. Pilier 2, de stabiliser la glycémie et l'insuline. Pilier 3, préserver sa masse musculaire. Pilier 4, de prendre en compte votre thyroïde au-delà du bilan sanguin. Et le pilier 5 qui était de réguler son système nerveux. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 derniers piliers et je vais essayer de faire un épisode moins long et plus concis que la partie 1 qui était vraiment un gros épisode. Alors, donc, pilier numéro 6, ce sera le sommeil. Et c'est un vrai pilier métabolique parce que c'est la base de vos hormones. Et je sais que parfois, on le met un petit peu dans la case hygiène de vie, comme si c'était important, oui, mais presque secondaire, alors qu'en réalité, le sommeil, c'est l'un des plus grands chefs d'orchestre du métabolisme. Quand on dort mal, notre corps ne récupère pas seulement moins. En fait, il régule aussi moins bien notre glycémie, il gère moins bien notre appétit, on va en parler, il produit moins bien son énergie, il récupère moins bien au niveau du système nerveux, il peut stocker plus facilement aussi et il peut aussi provoquer plus d'inflammation. Et je le vois souvent chez les femmes que j'accompagne, elles ne font pas forcément le lien entre leur sommeil et leur poids. Elles me disent souvent, je comprends pas, je mange bien mais j'arrive pas à perdre du poids. Et quand on creuse, en fait on remarque que elles se réveillent plusieurs fois par nuit, ou elles dorment mais elles se réveillent fatiguées, ou alors elles ont du mal à s'endormir parce que leur cerveau en fait ne s'arrête jamais, ou elles se réveillent vers 3-4 heures du matin sans savoir pourquoi. Et on peut pas parler de métabolisme sans parler de sommeil, parce que une mauvaise nuit, c'est pas juste je serai fatiguée demain. En fait, une mauvaise nuit peut modifier votre faim, vos envies, votre énergie, votre patience, votre glycémie, votre cortisol et notamment votre capacité à faire des choix alimentaires cohérents. C'est pour ça que après une nuit trop courte ou une nuit agitée, on peut avoir davantage envie de sucre, davantage besoin de café, de pain, de choses qui vont en fait nous apporter de l'énergie rapide. Donc c'est pas forcément un manque de volonté, c'est que notre corps cherche en fait de l'énergie rapide parce qu'il n'a pas récupéré correctement. C'est un peu comme si on commençait notre journée avec une batterie déjà à 40%, on peut faire semblant un moment que tout va bien, mais à un moment donné, on a besoin de compenser avec du café, on a besoin de tenir grâce peut-être à l'adrénaline, et à un moment, le corps il va réclamer son dû. Et souvent, il réclame du rapide, de l'énergie rapide, donc du sucre, des excitants sous forme de grignotage ou des aliments plus denses en énergie, ou simplement l'envie de ne plus bouger parce qu'il est déjà fatigué car en manque de récupération.
Donc sur le plan métabolique, le sommeil il joue un rôle énorme. Il influence la sensibilité à l'insuline, donc en fait la façon dont vos cellules répondent à l'insuline. Il influence les hormones de la faim et de la satiété. Par exemple, la gréline, elle va augmenter, c'est l'hormone de la faim. La leptine, elle va diminuer, c'est l'hormone de la satiété. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus faim et quand on mange, on ressent beaucoup moins la satiété. Donc c'est problématique évidemment. Et d'ailleurs un manque de sommeil, que ce soit un manque qualitatif ou quantitatif, ça peut nous faire manger entre 350 et 550 calories de plus par jour sans qu'on ne s'en rende compte. Attention, 350 à 550 calories, c'est l'équivalent d'un repas, sans que vous vous en rendiez compte. Parce que votre corps à ce moment-là, il recherche en fait de l'énergie. Et le plus facile pour le cerveau, c'est pas forcément d'aller vous faire dormir, c'est en fait de vous faire manger pour récupérer l'énergie qui lui manque. Le sommeil aussi, il influence le cortisol. C'est une hormone qui doit normalement suivre un certain rythme, c'est-à-dire qu'elle est plus haute le matin pour nous réveiller et plus basse le soir pour nous permettre de dormir. Et quand ce rythme se dérègle, on peut se sentir fatigué le matin mais réveillé entre guillemets le soir. On peut se sentir épuisé toute la journée, puis retrouver une forme d'énergie nerveuse au moment où on devrait ralentir. Et c'est ce que beaucoup de femmes me décrivent comme un peu je suis fatiguée mais j'arrive pas à dormir. Et ça, c'est souvent le signe que le corps n'est plus simplement fatigué. C'est qu'en fait, il est déréglé dans ses rythmes de récupération. Le sommeil, c'est aussi un moment de réparation. C'est la nuit que notre corps va trier, nettoyer, réparer, réguler. C'est un peu comme l'équipe de nettoyage d'un grand magasin. La journée, tout fonctionne, les clients rentrent, les rayons ça bouge dans les rayons au niveau des produits et tout. La caisse, elle tourne, les lumières sont allumées, mais la nuit, il faut fermer les portes pour ranger, nettoyer et remettre de l'ordre. Seulement si le magasin ne ferme jamais vraiment, au bout d'un moment, tout devient plus difficile à gérer. Et votre corps c'est pareil. Si vos nuits ne permettent pas une vraie récupération, votre système finit par accumuler du désordre entre guillemets. Et après 35 ans, je pense que vous l'avez vécu, on récupère souvent moins facilement des nuits écourtées que quand on avait 25 ans. Déjà dès 30 ans on sent la différence. Le corps devient plus sensible au manque de sommeil et devient plus sensible au stress, aux variations hormonales, aux repas tardifs, à l'alcool, aux écrans, à la surcharge mentale. Et c'est là aussi que le lien avec le test HTMA devient intéressant parce que le test HTMA ne va pas dire tu dors mal parce que, c'est pas un test sur le sommeil, mais il peut donner des indices sur le terrain qui influence votre sommeil. Par exemple, on peut observer certains équilibres minéraux qui nous renseignent sur le système nerveux, sur la récupération, sur l'état de stress, la vitalité ou la tendance du corps à fonctionner plutôt au ralenti ou sous tension. Le magnésium, par exemple, c'est un minéral qui est très important pour la détente nerveuse et musculaire. Le calcium, quand il est très élevé ou en déséquilibre avec d'autres minéraux, il peut parfois évoquer un terrain plus ralenti, plus verrouillé ou avec un système qui a du mal à retrouver de la fluidité. Ça va rigidifier en fait tout le fonctionnement. Le sodium et le potassium, eux, ils peuvent donner des indices sur la vitalité, sur l'adaptation au stress et sur l'énergie disponible. Et certains déséquilibres, notamment quand on les regarde avec les ratios, ça peut nous aider à comprendre pourquoi une femme se sent épuisée, pourquoi elle dort mal, pourquoi elle récupère peu, pourquoi elle se réveille déjà fatiguée. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de tout expliquer avec un seul marqueur, mais c'est d'avoir finalement une lecture plus fine et plus globale, même plus fonctionnelle, parce que c'est parce que par exemple on peut avoir deux femmes qui peuvent avoir le même symptôme, par exemple je dors mal, mais pas forcément la même cause. L'une peut être en hypervigilance avec un système nerveux trop activé, l'autre peut faire des hypoglycémies nocturnes et se réveiller vers 3h du matin. Ou une autre peut avoir un manque de magnésium et donc un terrain très carencé de ce côté-là. Une autre peut avoir une digestion trop lourde le soir, du coup un foie surchargé. Ça peut être aussi dans une période hormonale où la progestérone va baisser, ce qui peut aussi fragiliser le sommeil. Donc on peut avoir très bien le même symptôme, mais des terrains complètement différents, et donc derrière des solutions différentes aussi.
Et c'est exactement pour ça que je me méfie des conseils universels du type prendre la mélatonine ou boire une tisane pour le sommeil. Alors certes parfois ça peut aider, mais si le vrai problème est ailleurs, en fait ces solutions ne suffiront pas. Donc, pour améliorer le sommeil, il faut souvent revenir aux bases. D'abord, protéger le rythme. Votre corps, il aime la régularité. Donc, se coucher, se lever à des horaires régulières, des horaires à peu près stables, c'est vraiment important. C'est un vrai signal envoyé à notre horloge interne. Ensuite, de s'exposer à la lumière naturelle le matin, même quelques minutes. Parce qu'en fait, la lumière du matin va aider notre cerveau à comprendre que c'est le jour. Et quand le cerveau comprend mieux le jour, il va mieux pouvoir préparer la nuit. Donc, quand on est dans les horaires d'été, en tout cas si c'est possible, dans l'heure qui suit le réveil, d'ouvrir les volets, de prendre son petit-déj à la lumière naturelle, ou en hiver d'utiliser une lampe de luminothérapie, ce sont vraiment des solutions très efficaces. Ensuite, évidemment, autre conseil, c'est d'éviter de dîner trop tard. Donc de laisser au moins 2 à 3 heures entre le repas du soir et le coucher. Parce que dormir, c'est pas digérer. Si votre corps passe la première partie de la nuit à gérer à la digestion d'un repas, surtout s'il est lourd ou s'il est tardif, forcément derrière la récupération, elle sera beaucoup moins profonde. Aussi d'intéressant, il y a la glycémie du soir. Parce qu'un dîner trop sucré, trop riche en alcool, ou à l'inverse, trop léger chez certaines femmes qui veulent perdre du poids et qui du coup mangent très léger le soir, tout ça, ça peut favoriser des réveils nocturnes. Donc l'objectif, c'est un repas stable, des protéines, des légumes, des bonnes graisses et des glucides adaptés selon notre terrain et notre besoin. Donc les glucides, ce sont les féculents. Donc pas forcément un dîner sans féculents pour tout le monde, parce que souvent j'entends qu'il faut enlever les féculents le soir pour perdre du poids, mais pas du tout. En fait, ça peut même vous empêcher d'avoir un bon sommeil, et un mauvais sommeil, derrière, a des conséquences sur votre capacité, voilà, on l'a vu, votre capacité à choisir les bons aliments pour vous, le côté fringal, le côté patience, le côté motivation quand on est fatigué. Tout ça, ça passe à la trappe en fait. Donc, certaines femmes dorment même beaucoup mieux avec une portion de féculents bien choisie le soir. Parce que manger des féculents le soir, si c'est bien choisi et selon toujours le cas de la patiente, ça peut en fait augmenter légèrement la glycémie. Et puis derrière, qui dit apport de protéines plus légère augmentation de la glycémie, dit sécrétion de sérotonine. Sérotonine qui est un neurotransmetteur qui nous permet de nous apaiser et qui est aussi le précurseur de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Aussi, il faut arriver à se créer un vrai sas de décompression. Et je sais que c'est pas toujours simple, mais en fait, passer directement d'une journée sous tension à « je dois dormir maintenant », c'est comme demander à une voiture lancée à 130 km/h de s'arrêter net. En fait, c'est pas possible. Le corps, il a besoin d'un ralentissement progressif. Donc le soir, on met en place un petit rituel. On va baisser les lumières, on va limiter les écrans, on va préparer le lendemain pour éviter d'y penser en dormant. Donc hop, on regarde son agenda, on se note voilà les petites choses qu'on a à faire. On peut aussi lire, on peut aussi faire des pratiques respiratoires, prendre une douche chaude ou fraîche selon la saison. On peut écrire aussi tout ce qui tourne un petit peu dans notre tête pour éviter que ça tourne dans la tête dans la nuit. On peut aussi faire des petits étirements, un peu de mobilité, voilà, avant de se coucher. Donc c'est important de le faire parce que en fait tout ça, ça donne un signal à votre système nerveux. Genre, la journée est terminée, tu peux redescendre. Voilà, donc ça c'est important d'avoir ce type de rituel. Et puis bien sûr, il faut toujours regarder ce qui peut soutenir le terrain. Le magnésium, c'est très intéressant en complémentation. Après, à adapter la forme et le dosage, évidemment, en fonction des besoins de chaque personne. Les oméga 3 aussi, c'est important. La gestion de la glycémie, le soutien du foie, la régulation du système nerveux, le travail sur le stress, l'activité physique en journée aussi, ça peut jouer. Donc,
l'objectif, c'est d'identifier ce qui bloque le sommeil chez vous. Est-ce que c'est un problème d'endormissement ? Est-ce que c'est des réveils nocturnes ? Est-ce que c'est un réveil trop précoce ? Est-ce que vous dormez d'une traite mais le sommeil n'est pas réparateur ? Est-ce qu'il y a de l'agitation mentale ? Vous repensez à votre journée ou aux choses que vous devez faire ? Est-ce que c'est dû à une digestion difficile, une glycémie qui serait instable, un système nerveux en alerte ? Vous voyez, il y a plein de questions à se poser. Parce que du coup, en fonction des réponses, évidemment, la stratégie derrière, ce ne sera pas la même. Donc, si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce pilier sur le sommeil, ce serait que après 35 ans, le sommeil, c'est une base. C'est une base pour votre énergie, pour votre perte de poids, pour vos hormones, votre humeur, votre système nerveux, pour votre santé métabolique. Donc, si aujourd'hui, vous voulez retrouver un corps qui répond mieux à vos efforts, commencez déjà par regarder comment se passent vos nuits. Parce que votre sommeil vous donne énormément d'informations sur votre état intérieur. Et parfois, avant de vouloir booster son métabolisme, il faut simplement lui donner la possibilité de récupérer. Pilier numéro 7, c'est de revenir à une alimentation plus brute pour soutenir le foie, les intestins et l'inflammation. Après 35 ans, le corps devient souvent moins tolérant à l'accumulation. L'accumulation d'additifs, de sucres cachés, d'huiles de mauvaise qualité, les huiles raffinées, les excès de sel, de conservateurs, les édulcorants, les produits ultra transformés, tout ça. Plus l'alimentation est transformée, plus elle peut perturber la glycémie, entretenir l'inflammation, fragiliser le microbiote, surcharger le foie et brouiller les signaux de faim et de satiété. Et à l'inverse, plus l'alimentation redevient simple, riche en protéines, fibres, bonne graisse, micronutriments, et plus le corps retrouve de la stabilité. Et je sais que parfois, quand on parle de digestion, on pense seulement au ballonnement, au transit, au confort après le repas. Mais en réalité, notre système digestif, il influence beaucoup plus que seulement notre ventre. En fait, il influence notre énergie, notre inflammation. D'ailleurs, souvent, les inflammations de bas grade, ça commence quand on a un intestin qui est perméable. Ça influence notre glycémie, notre immunité. Encore une fois, le siège de notre immunité, c'est dans nos intestins. Ça influence nos hormones, nos humeurs. Faut savoir que la sérotonine, donc c'est le neurotransmetteur qui nous permet de réguler nos émotions, nos hormones au niveau psychologique, elle est sécrétée à 95% dans nos intestins. Donc si vos intestins ne vont pas bien, vous pouvez vous retrouver en dépression. D'ailleurs, les médicaments qui sont les anxiolytiques ou les antidépresseurs, le but du médicament, c'est de travailler sur la sérotonine. Sérotonine que vous pouvez du coup sécréter naturellement via vos intestins. Donc, pour vous dire à quel point tout est interconnecté. Donc, si vous voulez retrouver un métabolisme qui fonctionne mieux après 35 ans, vous ne pouvez pas ignorer ce pilier numéro 7 sur les intestins, le foie et tout ce qui est inflammatoire. Les signes qui doivent vous interpeller ne sont pas uniquement digestifs, parce que quand on pense intestin-foie, on se dit ça se manifeste par des troubles digestifs, mais pas du tout. Donc bien sûr, il peut y avoir le côté digestif avec ventre gonflé après les repas, ballonnement, constipation, des selles qui sont irrégulières ou qui peuvent être molles, des douleurs digestives, des nausées, des reflux, ou peut-être la sensation que le repas il reste un peu sur l'estomac. Mais le foie et les intestins, en fait, ils peuvent aussi se manifester autrement quand ils ne vont pas bien. On peut ressentir une fatigue après les repas, une énergie instable, une sensation de lourdeur générale, un brouillard mental, des maux de tête, mauvaise haleine, une langue un peu chargée, une peau qui réagit plus facilement aussi, avec de l'acné, de l'eczéma, des démangeaisons. On peut aussi ressentir de la rétention d'eau, des douleurs articulaires ou musculaires, une humeur plus irritable, des fringales, mauvaise tolérance à l'alcool, aux repas gras ou aux aliments trop sucrés.
Donc vous voyez, il y a bien d'autres manifestations que digestives. Aussi, vous pouvez avoir cette impression que votre corps, il sature plus vite qu'avant. Comme si le moindre écart se payait davantage. Un repas un peu plus lourd, un verre d'alcool, quelques jours avec plus d'aliments transformés et tout de suite derrière, vous vous sentez gonflé, fatigué, avec un brouillard mental, vous vous sentez inflammé, avec un corps qui récupère beaucoup moins bien. Donc là, le message, c'est en fait que votre foie, vos intestins et votre système d'élimination, ils ont grandement besoin d'être soutenus. Et souvent, à ce moment-là, les femmes me disent avant je pouvais manger ça sans problème, maintenant je le digère mal. Ou j'ai l'impression que tout me fait gonfler. Et là encore, c'est pas forcément votre corps qui devient capricieux. En fait, c'est votre terrain digestif, votre terrain hépatique, donc c'est en lien avec votre foie, votre terrain inflammatoire qui n'arrive plus à encaisser la même charge qu'avant. Je vous parlais au tout début de ce pilier du côté cumulatif. Après 35 ans, entre le stress, les variations hormonales, le manque de sommeil, on en a parlé, les années de régime, les aliments transformés, les repas pris trop vite sur le pouce, les traitements parfois aussi qu'on peut prendre, les toxines environnementales, l'alcool, le café, les édulcorants, tout ça, en fait le foie et les intestins peuvent être beaucoup plus sollicités que ce qu'on pourrait imaginer. Et quand ce système il est saturé, le corps va bien nous le faire sentir. Sur le plan métabolique, en fait, le foie c'est un organe central. Le foie participe à la gestion de la glycémie, il transforme et élimine certaines hormones, il fabrique la bile, il participe au métabolisme des graisses, donc comment vous allez digérer les graisses derrière. Il aide aussi à neutraliser et à éliminer ce que le corps ne veut pas garder. C'est un peu comme une grande station de tri. Donc toute la journée, il reçoit des informations, il reçoit des nutriments, des hormones, des déchets, des molécules à transformer. Si la station de tri est débordée, évidemment, tout va moins bien circuler. On peut ressentir plus de fatigue, plus de lourdeur, faire plus de rétention, avoir plus de troubles digestifs et évidemment derrière avoir plus de difficultés à perdre du poids. La bile aussi, elle est importante. On l'oublie souvent, mais elle aide à digérer les graisses, à absorber certaines vitamines et à éliminer une partie des déchets via les intestins. Donc quand la bile circule mal, on peut avoir une digestion plus lente, on peut avoir une difficulté à digérer des repas gras. D'ailleurs, les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire, en général, dès qu'elles mangent un repas riche en graisses, notamment des graisses cuites, ça leur reste un petit peu sur l'estomac. Aussi, ça peut créer des nausées, des selles plus claires ou plus irrégulières, ou cette sensation que le repas, en fait, comme je dis tout à l'heure, ça a cette sensation de « ça me reste sur l'estomac ». Ensuite, les intestins. Donc, c'est pas juste un tuyau. C'est pas juste un tuyau. C'est une barrière. C'est un filtre. C'est un lieu d'absorption. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le siège de notre immunité. Si nos intestins sont inflammés, si notre microbiote est déséquilibré, si notre barrière intestinale est perméable, notre corps peut se retrouver dans un état d'alerte. Et quand le corps est en état d'alerte, le métabolisme n'est pas dans les meilleures conditions pour produire de l'énergie, pour brûler correctement les graisses ou pour régulariser nos hormones. C'est là que l'alimentation ultra transformée entre en jeu et il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il ne s'agit pas non plus de ne plus jamais manger aucun biscuit, ni pizza, ni apéro, ni dessert ou plat industriel. Mais il faut comprendre que les aliments très transformés peuvent alourdir la charge globale de votre organisme. Ils apportent souvent beaucoup de sucre caché, de graisses raffinées, d'additifs, de sel, d'arômes, d'émulsifiants, parfois d'édulcorants, avec finalement très peu de micronutriments utiles pour votre corps. Donc en clair, ces aliments-là vont demander beaucoup plus à votre corps que ce que ça lui apporte en échange. Donc c'est un peu comme recevoir beaucoup de mails inutiles toute la journée. Chaque mail indépendamment semble anodin, mais à la fin, la boîte mail, elle est saturée. Donc le cerveau, il est fatigué, les messages importants se perdent dans la masse. Votre corps, c'est ça. Quand l'alimentation est trop transformée au quotidien, le foie, les intestins, la glycémie, le microbiote, l'inflammation peuvent être beaucoup plus sollicités, accentués.
Et après 35 ans, cette accumulation, ça peut se sentir davantage. Autant, à un moment donné, pendant des années, le corps, il a réussi à compenser, à faire face. Souvent, après 35 ans, il y a un point de bascule. Donc, vous pouvez avoir l'impression que votre corps tolère, du coup, moins les écarts, qu'il stocke plus vite, qu'il gonfle plus facilement, ou qu'il récupère moins bien après un repas plus lourd ou une soirée un peu plus festive. Et je fais maintenant le lien avec le test HTMA parce que c'est intéressant, parce que le test peut donner des indices sur le terrain d'élimination, la charge minérale, la vitalité, certains déséquilibres qui peuvent impacter la digestion ou encore la présence de métaux lourds. Et par exemple, certains ratios peuvent orienter vers un terrain plus ralenti, plus inflammatoire, plus stressé ou moins efficace dans sa production d'énergie. Les minéraux comme le zinc, le magnésium, le sodium, le potassium, ça peut aussi nous donner des informations sur la digestion, sur l'énergie cellulaire, le système nerveux et la capacité d'adaptation. Et bien sûr, le test peut aussi mettre en évidence une exposition à certains métaux toxiques et ça n'est pas anodin parce que les métaux lourds peuvent perturber certaines enzymes, peuvent perturber le foie, les mitochondries, le système nerveux et donc indirectement la fatigue, la digestion et la perte de poids derrière. Mais là encore, on ne tire pas de conclusion à partir d'un seul élément, on va regarder l'ensemble, c'est-à-dire les symptômes, le bilan sanguin, le bilan nutritionnel, le mode de vie et les résultats du test HTMA. Parce que le but, c'est pas de dire tout vient du foie ou tout vient de l'intestin. Le but, c'est de comprendre si ce pilier fait partie des freins chez vous, chez toi en particulier. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ce pilier ? Donc déjà, de revenir à une alimentation plus brute, des aliments que votre corps reconnaît et dont il a l'utilité. C'est-à-dire les légumes, les fruits entiers, les protéines de qualité, les œufs, le poisson si vous en consommez. Les légumineuses si elles sont bien tolérées ou en tout cas en les mâchant suffisamment. Des céréales complètes ou semi-complètes selon votre digestion, des huiles de qualité, des herbes, des épices, bref, des aliments simples. Ensuite, évidemment, de réduire progressivement les produits ultra transformés du quotidien. Donc, de pas forcément réduire ceux du plaisir occasionnel, mais plutôt de réduire ceux qui sont devenus automatiques. Genre les petits biscuits santé du type gerblé. D'ailleurs, ne vous faites pas avoir sur ce marketing, hein. Faites attention, lisez bien les étiquettes. Ou les barres soi-disant protéinées healthy ou je ne sais quoi, les céréales du petit déjeuner, les plats préparés, les sauces industrielles, les desserts soi-disant allégés, et les produits avec des listes d'ingrédients interminables. Alors évidemment, l'idée c'est pas de tout supprimer du jour au lendemain, en fait c'est de faire baisser la charge. Donc de baisser ce que vous apportez qui est de mauvaise qualité et d'augmenter ce qui nourrit vraiment votre corps et vos cellules. Ensuite, point important aussi, c'est de soutenir la digestion dès le repas, notamment en mangeant plus lentement, en mâchant davantage, mes patientes le savent, notamment de n'avaler que quand ce que vous avez en bouche est devenu de la bouillie, on n'avale pas des gros morceaux, d'éviter de manger debout devant un écran en mode pressé, de commencer le repas dans un état calme, quitte à faire une pratique respiratoire juste avant, parce qu'en fait la digestion commence aussi selon l'état du système nerveux dans lequel vous êtes. Si vous mangez en mode urgence, votre corps ne reçoit pas le meilleur signal pour digérer. Aussi, on peut soutenir le foie avec des actions simples, comme manger au repas des légumes amers pour soutenir en fait la sécrétion de bile. Donc ça peut être de la roquette, des endives, de l'artichaut, un pamplemousse en entrée si ça vous fait plaisir. Aussi tout ce qui est crucifère, donc les choux, brocolis, choux-fleurs, chou-kale qui est d'ailleurs amer aussi. Donc bien cuit pour tout ce qui est chou, si votre digestion le permet, tout en mâchant bien évidemment. Des protéines suffisantes aussi pour aider dans les phases de détoxification. Une bonne hydratation, c'est primordial évidemment pour aider à bien tout faire circuler, tout bien éliminer. Manger suffisamment de fibres aussi, c'est important.
et d'avoir un transit régulier. Et bien sûr, de limiter l'alcool parce que ça reste une charge très importante pour le foie. Le transit, justement, c'est aussi quelque chose d'essentiel parce que éliminer, c'est pas seulement transformer. Il faut aussi que ça sorte à un moment. Donc si vous êtes constipé, une partie de ce que le corps essaye d'éliminer peut stagner plus longtemps dans les intestins, voire même repasser dans la circulation sanguine. Donc avant de vouloir faire une grande détox, il faut parfois commencer par une question simple, c'est-à-dire est-ce que mon transit est régulier ? Parce que si c'est pas le cas, il faut d'abord travailler là-dessus, en apportant des fibres adaptées, en s'hydratant suffisamment, en prenant du magnésium si besoin, en mettant en place du mouvement, des pratiques respiratoires, de réguler le stress. Et parfois, du coup, derrière, de soutenir au niveau intestinal de manière plus ciblée. Donc aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut personnaliser. Certaines femmes auront besoin de travailler surtout le microbiote, d'autres ce sera au niveau de la vésicule biliaire, d'autres ce sera l'inflammation intestinale, pour d'autres ce sera peut-être la constipation, etc. Donc un corps qui est fatigué, en fait il a besoin qu'on l'aide à éliminer dans le bon ordre. Donc on va ouvrir les portes avant de pousser dehors. Parce que si on pousse mais que les portes sont fermées, ça va pas marcher. Et vous risquez de vous sentir encore plus fatigué, encore plus gonflé et d'être plus réactive aussi au moindre truc. Donc, retenez que après 35 ans, votre foie et vos intestins, ce sont en fait des piliers métaboliques et que parfois, pour retrouver votre énergie, améliorer votre digestion, réduire l'inflammation ou débloquer la perte de poids, il faut commencer par alléger ce que votre corps doit gérer chaque jour. Donc en revenant à plus de simplicité, de régularité, plus d'aliments vrais et une digestion qui est mieux soutenue aussi. Le 8e pilier essentiel pour les femmes de plus de 35 ans, c'est l'énergie cellulaire. Et c'est un pilier que j'aime particulièrement parce qu'il permet de comprendre quelque chose de fondamental, c'est que vous pouvez manger correctement, dormir à peu près, faire des efforts et pourtant sentir que votre corps ne produit plus l'énergie comme avant. Et c'est souvent ce que les femmes me décrivent en consultation, c'est qu'elles ne sont pas seulement fatiguées, c'est qu'elles ont vraiment l'impression d'être vidées. En fait, elles se réveillent déjà fatiguées. Elles ont besoin du café pour démarrer. Elles tiennent grâce à la volonté. Elles ont des coups de pompe dans la journée. Elles récupèrent moins bien après le sport. Elles ont plus de mal à se concentrer. Elles peuvent se sentir ralenties, plus sensibles ou même ressentir plus de frilosité aussi. Donc ce type de fatigue, c'est vraiment particulier. C'est pas juste j'ai une grosse journée, c'est plutôt même quand je me repose, je recharge pas vraiment mon énergie. C'est vraiment plutôt ça. C'est un peu comme si votre téléphone passait toute la nuit branché, mais que le matin, la batterie était que à 45%. Et dans ces cas-là, il ne suffit pas toujours de dormir plus ou de manger sain. Il faut en fait se demander, est-ce que mes cellules arrivent vraiment à produire de l'énergie ? Parce que l'énergie qu'on ressent dans notre corps, elle ne sort pas de nulle part. Elle est fabriquée dans des cellules, notamment au niveau des mitochondries. Les mitochondries, on peut les imaginer comme des petites centrales énergétiques dans chacune de nos cellules. Et en fait, elles vont transformer ce qu'on respire et ce qu'on mange en énergie utilisable par notre corps. Et pour que cette production fonctionne bien, il ne suffit pas d'avoir du carburant, il faut aussi des cofacteurs. Et c'est là que les minéraux deviennent essentiels. Le magnésium, le potassium, la coenzyme Q10, le sodium, le calcium, le zinc, le fer, etc. Tous ces éléments participent directement ou indirectement au fonctionnement du métabolisme. Donc, ils vont intervenir dans la production d'énergie, la transmission nerveuse, la contraction musculaire, la glycémie, la thyroïde, la digestion, la gestion du stress, etc. L'immunité aussi. Les minéraux, c'est pas juste des petits plus, parce que souvent on dit oui, les vitamines, les minéraux, c'est un petit plus comme ça. Mais non, en fait, ce sont des véritables messagers, ce sont des conducteurs d'informations. Ils interagissent dans des centaines d'interactions, de réactions chimiques, enzymatiques dans notre corps. En fait, les minéraux, c'est vraiment des interrupteurs biologiques. Et les minéraux, c'est
magnésium, potassium, sodium, etc. Et si certains manquent, si d'autres au contraire s'accumulent, ou c'est les rapports entre eux sont déséquilibrés, parce qu'en fait les minéraux travaillent en synergie les uns avec les autres, et ben, du coup le corps il peut perdre en efficacité. Un peu comme si un orchestre, imaginez un orchestre où chaque musicien joue super bien individuellement, mais dès qu'ils jouent tous ensemble, c'est n'importe quoi. Donc le problème, c'est pas toujours un seul minéral, c'est souvent l'équilibre entre eux. Par exemple, le magnésium, on l'a vu, il est essentiel pour tout ce qui est détente, production d'énergie, sensibilité à l'insuline, au système nerveux, etc. Le potassium, lui, il est important pour l'énergie cellulaire, pour l'hydratation intracellulaire en partenariat avec le sodium. C'est important aussi le potassium pour le rythme cardiaque, pour la vitalité, etc. Le sodium aussi il donne des informations sur la capacité d'adaptation, notamment quand on le regarde avec le potassium et le magnésium. Le calcium, lui, peut être très intéressant à observer parce qu'un calcium élevé au HTMA, ça peut être associé à un terrain beaucoup plus ralenti, beaucoup plus figé, comme si le corps se mettait en mode protection. Mais en fait, ce qui compte, vous l'avez compris, c'est jamais de regarder un marqueur isolé, c'est de comprendre le terrain dans sa globalité. Et c'est justement précisément ce que le test HTMA fait et pour lequel il devient un outil ultra précieux dans mon approche. Moi, c'est que j'accompagne plus du tout les patientes de la même manière depuis que je l'ai mis en place il y a plus d'1 an maintenant, c'était début 2025. Parce que le HTMA, c'est une analyse minérale sur une mèche de cheveux. Alors évidemment, il ne remplace pas un bilan sanguin, mais il apporte une lecture différente et très complémentaire. Parce que le bilan sanguin montre ce qui circule dans le sang à un instant donné. Le HTMA donne une indication sur les minéraux au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, donc avec une lecture plus longue, plus fonctionnelle, puisque ça représente les 3 à 4 derniers mois de notre vie. Ce que je cherche du coup avec ce test, c'est pas juste est-ce qu'il manque du magnésium par exemple, mais c'est plutôt est-ce que le corps est plutôt en mode rapide ou ralenti, est-ce qu'il est sous stress, est-ce qu'il y a de la vitalité disponible, est-ce que le système nerveux il est en tension, est-ce que la cellule elle est bien hydratée, est-ce que certains minéraux sont en déséquilibre entre eux, s'il y a une charge toxique qui pourrait perturber les enzymes, le foie, les systèmes nerveux, les mitochondries, je vais regarder du coup au niveau des métaux lourds. Et quand on met ces informations en lien avec les symptômes, tout devient beaucoup plus clair. Une fatigue chronique, ça peut parfois être relié à un terrain minéral très bas, à une difficulté d'adaptation du corps, à une mauvaise gestion du stress, mais aussi à un manque de potassium, de magnésium ou un métabolisme qui tourne au ralenti à cause d'une hypothyroïdie fonctionnelle par exemple. Les fringales, ça peut être en lien avec la glycémie bien sûr, mais aussi avec le stress, le magnésium, le rapport calcium-magnésium ou la capacité cellulaire à gérer l'énergie aussi. La rétention d'eau, ça peut être en lien avec l'équilibre entre le sodium et le potassium, l'hydratation intracellulaire, le stress, le foie, les reins, l'inflammation, voilà, il y a plein de liens. Le sommeil, donc un sommeil fragile, ça peut être en lien avec le magnésium, le calcium, le système nerveux, le cortisol ou la glycémie nocturne aussi. Et c'est pour ça que 2 femmes peuvent avoir le même symptôme, mais pas du tout le même protocole derrière, parce que la cause est différente. L'une peut avoir besoin peut-être de reconstruire ses réserves minérales, alors qu'une autre, elle aura besoin de soutenir son système nerveux, de travailler sur sa sphère intestinale, voilà. Ou encore de corriger une résistance à l'insuline qui va épuiser le métabolisme. Donc le HTMA permet souvent d'éviter cette erreur très fréquente, c'est-à-dire de prendre des compléments nutritionnels au hasard. Parce qu'aujourd'hui on voit énormément de conseils du style prends du magnésium, de l'iode, du zinc, du sélénium, prends tel complément pour l'énergie, prends tel complément pour la thyroïde. Mais votre corps c'est un système vivant. Et un complément peut être très utile dans un contexte mais pas du tout adapté dans un autre. Par exemple, stimuler un corps qui est déjà épuisé, ça peut parfois l'épuiser davantage et mettre le système nerveux en mode survie ou alerte. Détoxifier trop vite un corps qui élimine mal, ça peut accentuer la fatigue
ou les symptômes, par exemple de faire une détox à quelqu'un qui a une perméabilité intestinale, tout ce qui va être éliminé grâce à la détox et arriver dans les intestins, ça risque de repasser dans la circulation sanguine parce que les intestins sont poreux. Aussi, de doter certains minéraux sans regarder les ratios, ça peut aussi parfois déséquilibrer encore plus le terrain. C'est pour ça que je préfère toujours raisonner en stratégie. Dans quel ordre on agit ? Qu'est-ce qu'on va soutenir en premier ? Est-ce qu'on doit d'abord calmer, reminéraliser, drainer, réparer l'intestin, soutenir la digestion, stabiliser la glycémie ou travailler sur le sommeil ? Voilà, on s'interroge déjà au départ pour trouver les solutions qui sont les plus cohérentes avec ça. Alors concrètement, pour soutenir vos minéraux et votre énergie cellulaire, la première base, c'est évidemment l'assiette. Une alimentation trop pauvre, trop répétitive, trop restrictive ou trop transformée ne va pas apporter assez de micronutriments. Donc on revient à des aliments denses au niveau nutritionnel, on en a parlé tout à l'heure. Protéines de qualité, légumes variés, les herbes aromatiques et les épices, des fruits entiers qu'on va croquer et non pas sous forme de jus ou sous forme de poudre déshydratée, les oléagineux, les graines, les légumineuses si elles sont bien tolérées, les produits de la mer si vous en consommez. Une huile de qualité dans des bouteilles en verre. Arrêtez les huiles dans les bouteilles en plastique. C'est pas possible. Le gras attire les microplastiques, donc rien de mieux pour déréguler vos hormones. Et d'avoir des aliments simples, colorés, riches en nutriments. Ensuite, il faut éviter aussi de tirer trop fort sur les réserves, parce que le stress chronique, le manque de sommeil, le café en excès, l'alcool, les régimes restrictifs, le sport trop intense, sans récupération, tout ça, ça peut augmenter les besoins et accélérer l'épuisement derrière. C'est souvent le paradoxe parce que certaines femmes essaient de faire plus alors que leur corps, il aurait d'abord besoin de reconstruire ses ressources. Pensez aussi à l'hydratation, pas seulement de boire plus mais mieux pour mieux hydrater la cellule. L'eau est importante bien sûr, mais l'équilibre minéral l'est aussi. Une cellule peut manquer d'eau fonctionnelle si les minéraux qui permettent l'équilibre hydrique ne sont pas au rendez-vous. Enfin, la complémentation, ça peut être très utile, mais ça doit être personnalisé. Magnésium, oméga 3, vitamines du groupe B, potassium, etc. D'autres soutiens peuvent avoir leur place, évidemment, selon le terrain aussi. Je pense à la coenzyme Q10, par exemple. Mais l'objectif, c'est jamais de tout prendre tout le temps. L'objectif, c'est d'apporter ce dont le corps a besoin au bon moment, dans le bon ordre. Parce que parfois, l'énergie ne revient pas parce qu'on force, en fait, elle revient quand on restaure les fondations. Donc si vous deviez retenir une chose de ce pilier, ce serait que après 35 ans, votre fatigue, elle n'est pas toujours un problème de motivation ou de sommeil. Ça peut être signe que les cellules manquent de ressources pour produire correctement l'énergie. C'est pour ça que les minéraux sont si importants et qu'ils ne sont pas du tout accessoires parce qu'ils sont au cœur du fonctionnement métabolique. Et quand on comprend son terrain minéral, on comprend souvent beaucoup mieux pourquoi notre corps ralentit, pourquoi il compense, pourquoi il stocke, pourquoi il fatigue et surtout comment l'aider à retrouver de l'élan de manière plus intelligente. Pilier numéro 9, c'est la règle des 80-20. Sortir du tout ou rien. Et si vous êtes déjà ou a été ma patiente, vous avez sûrement déjà entendu parler le 80-20, j'en parle tout le temps. La règle des 80-20, en fait, c'est simple, c'est 80% du temps, tu construis une base qui soutient ton corps et les 20% du temps restant, c'est de garder de la souplesse, du plaisir, de la vie sociale, les imprévus. Voilà, et pour moi c'est vraiment un pilier fondamental parce que beaucoup de femmes vivent encore dans le tout ou rien. Soit elles sont à fond, donc elles mangent parfaitement, elles contrôlent, elles évitent les écarts, elles se mettent des règles, elles veulent tout faire bien. Soit elles ont l'impression d'avoir raté, et là du coup on est dans le mode j'ai craqué c'est foutu, en mode foutu pour foutu, j'ai mangé un dessert donc autant continuer à mal faire, je reprendrai lundi, cette semaine c'est perdu, j'y arrive jamais, voilà, parce que du coup, ce côté-là, si on est trop 100%, en fait, ça laisse pas de place à la vraie vie. Or, après 35 ans, notre corps, il n'a pas besoin d'une nouvelle période de contrôle extrême.
Il a besoin de stabilité, de régularité, de cohérence. Et surtout, il a besoin qu'on arrête de lui envoyer des signaux contradictoires. Parce que le tout ou rien, sur le plan métabolique, c'est très déstabilisant. Quand on alterne entre restriction, frustration, craquage, culpabilité, compensation, puis de nouveau restriction, en fait, notre corps, il ne sait plus vraiment sur quel rythme se caler. C'est comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Donc on avance, mais peut-être en mode ralenti ou coup par coup, si on lâche un peu l'accélérateur de temps en temps. Et à force, ça épuise notre métabolisme. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas... On n'est pas sur le repas plaisir occasionnel qui pose problème. En fait, ce qui pose problème, c'est tout le cycle autour. Par exemple, vous savez que vous avez un repas écart. Ce qui pose problème, c'est tout ce que vous allez penser ou mettre en place autour. La peur avant, la culpabilité après, la compensation le lendemain, la restriction ensuite, puis le craquage qui revient parce que le corps et le mental, en fait, ils n'en peuvent plus. Et c'est ce cercle-là qui entretient souvent l'instabilité. Et beaucoup de femmes pensent qu'elles manquent de volonté. Alors qu'en réalité, elles sont prises dans un système qui fabrique de la frustration. Quand on s'interdit tout, notre cerveau il finit par mettre certains aliments sur un piédestal. Ils deviennent plus attirants, plus obsédants, presque liés émotionnellement. Et le jour où on y touche, on a l'impression d'avoir ouvert une porte qu'on ne peut plus refermer. Alors, si ces aliments gardent une place normale dans votre vie, en fait, ils perdent une partie de leur pouvoir. C'est ça la force du 80-20. C'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. C'est pas non plus une règle mathématique à appliquer au gramme près, attention. C'est un cadre mental. C'est une manière de sortir de la perfection. Dans 80% des cas, vous construisez les fondations des repas complets, des protéines suffisantes, des fibres, des légumes, des glucides adaptés à notre besoin, de bonnes graisses, une bonne hydratation, du mouvement, un sommeil régulé, une alimentation brute. On va éviter les aliments transformés. Ça, ce sont des habitudes en fait qui soutiennent la glycémie, le foie, les intestins et votre système nerveux. Et dans les 20% restants, vous laissez place à la vraie vie entre guillemets, c'est-à-dire un resto, un dessert, un repas de famille, un apéritif, des vacances, l'imprévu, un moment de plaisir aussi, sans dramatiser, sans vous dire que vous avez tout ruiné. Parce qu'un mécanisme en bonne santé doit aussi être capable de garder de la flexibilité. Parce que le but, c'est pas de vivre dans une bulle parfaite, le but, c'est de construire un corps suffisamment stable pour ne pas être totalement déstabilisé par un repas différent. Et ça, c'est très important pour les femmes de plus de 35 ans parce que souvent, vous avez déjà essayé beaucoup de choses. Les régimes, les périodes très strictes, les applications de calories, la liste d'aliments interdits, les semaines parfaites entre guillemets, les lundis de reprise. Et au bout d'un moment, en fait, ce rapport à l'alimentation devient trop pesant. Donc, on mange plus seulement un aliment, on mange avec la peur de grossir, avec le jugement, avec de la culpabilité, avec cette petite voix qui commente tout. Donc, c'est vraiment cette charge mentale alimentaire qui peut devenir énorme. Or, on ne peut pas parler de santé métabolique en oubliant la relation au corps et à l'alimentation. Parce que si notre alimentation est parfaite, mais qu'elle nous met en tension permanente, elle n'est pas vraiment au service de notre santé. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que tout se vaut. Tous les aliments n'ont pas le même impact sur la glycémie, l'inflammation, la digestion, la satiété ou l'énergie. Mais l'équilibre ne se construit pas avec la peur. Il se construit avec la compréhension. C'est ça qui vous donne le pouvoir, en fait. Vous pouvez savoir qu'un petit déjeuner protéiné vous stabilise mieux. Vous pouvez savoir que les aliments ultra transformés du quotidien, ça vous fatigue encore davantage. Vous pouvez savoir que l'alcool ou les excès de sucre perturbent votre sommeil. Et en même temps, garder la liberté de vivre un moment plaisir. C'est ça en fait la maturité métabolique, c'est ça en fait la flexibilité métabolique. C'est pas se contrôler tout le temps, c'est savoir revenir à ses bases naturellement. Aussi, sachez qu'un terrain minéral déséquilibré, un système nerveux sous tension, une glycémie instable,
un métabolisme ralenti ou encore un déficit de certaines ressources, du coup tout ça, ça peut rendre la règle des 80-20 plus difficile à appliquer. Puisque quand notre corps est épuisé, carencé, stressé ou en montagne russe glycémique, on peut avoir beaucoup plus de compulsions, de fringales, de besoin de sucre, de difficultés à nous réguler. Donc là, c'est pas juste émotionnel ou mental, c'est aussi biologique. Et le test HTMA peut nous aider à comprendre si derrière cette difficulté, il y a une difficulté à trouver un certain équilibre, s'il y a une certaine instabilité, par exemple un manque de magnésium, un déséquilibre calcium-magnésium ou sodium-potassium, où en est le stress, quelle est la surcharge toxique du corps aussi. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que le test explique tout, mais il peut nous permettre en fait de mieux accompagner le corps pour que l'apaisement alimentaire devienne plus facile. Parce qu'on ne peut pas demander à une femme de ne pas craquer si son corps est en insécurité permanente. On ne peut pas lui demander d'écouter sa satiété si elle passe sa journée en hypoglycémie réactionnelle. C'est pas possible. On ne peut pas lui demander d'avoir une relation sereine à la nourriture si elle manque d'énergie, de sommeil, de magnésium ou si son système nerveux il est constamment en alerte. C'est pour ça que dans mon approche, on travaille sur tous les côtés. Le comportement alimentaire, oui, mais aussi le terrain métabolique qui influence ce comportement. Alors concrètement, comment appliquer cette règle des 80-20 ? Donc déjà, c'est d'arrêter de viser la journée parfaite. Viser la semaine cohérente ou semaine intelligente, appelez ça comme vous voulez. C'est beaucoup plus réaliste. Donc ensuite, de définir des bases non négociables, c'est-à-dire avoir une source de protéines à chaque repas ou mettre des légumes ou des fibres dans la journée au moins une fois ou boire suffisamment ou bouger un peu plus chaque jour ou de partager votre sommeil, de protéger votre sommeil autant que possible. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de 50 règles inaccessibles, c'est d'avoir des bases solides. Puis, de choisir vos plaisirs consciemment, c'est-à-dire que un vrai dessert que vous appréciez, plutôt que 3 grignotages où vous allez culpabiliser. Un bon resto savouré, plutôt qu'un craquage avalé debout dans la cuisine. Un moment choisi, plutôt qu'un moment subi. Donc ça fait grande différence. Le 20%, c'est pas de la perte de contrôle, c'est de la flexibilité choisie. Et après un repas plus riche, on revient simplement aux bases au repas suivant, dès le repas suivant. Pas besoin de compenser, pas besoin de sauter un repas, pas besoin de faire une séance de sport punitive. On revient aux bases, c'est tout. Et c'est cette capacité à revenir qui change tout. Parce que les femmes qui réussissent à transformer durablement leur santé, ce ne sont pas celles qui ne font jamais d'écart. Ce sont celles qui ne transforment plus un écart en abandon. Donc si vous deviez retenir une chose simple de ce pilier, ce serait, après 35 ans, ton corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de constance. Et la règle des 80-20 permet justement de construire cette constance sans renoncer au plaisir, à la vie sociale ni à la liberté. Parce que la vraie santé, c'est de savoir prendre soin de soi, de son corps la majorité du temps, tout en restant capable de s'adapter, de vivre pleinement. Pilier numéro 10, le dernier, ça va être de personnaliser au lieu de copier les protocoles des autres. C'est un pilier essentiel pour les femmes de plus de 35 ans. En fait, c'est la personnalisation. Et pour moi, c'est probablement le pilier qui résume tout le reste. Parce qu'après 35 ans, on ne peut plus se contenter de copier la méthode qui a fonctionné pour la voisine, pour la collègue concierge, n'importe quoi. Donc, c'est de ne pas copier ce qui a fonctionné chez la copine, la voisine, la collègue, l'influenceuse, peu importe, puisque votre corps a son histoire. Votre métabolisme a sa propre histoire aussi, votre système hormonal aussi. En fonction du stress que vous avez vécu, de votre sommeil, des grossesses, des régimes passés, de votre niveau d'inflammation, de votre digestion, de vos carences, de votre rapport à l'alimentation. Donc vraiment tout l'environnement aussi. Donc tout ça construit un terrain unique. Et c'est justement ce terrain qu'il faut comprendre.
Parce que moi, je vois beaucoup de femmes arriver en consultation après avoir essayé énormément de choses. Elles ont testé le jeûne intermittent, le sans gluten, sans lactose, le low carb ou le keto, les cures détox, les compléments pour la thyroïde ou pour faire baisser le cortisol, les probiotiques, les brûle-graisses, les applications de sport, les applications pour compter les calories et j'en passe. Et souvent, en fait, elles me disent, sur le moment, ça a marché et puis j'ai tout repris. Ou alors, chez les autres, ça fonctionne, mais pas sur moi. Et donc, elles ont conclu que leur corps est foutu. Mais c'est pas forcément ça. En fait, le problème, c'est peut-être simplement qu'elles ont appliqué une stratégie qui ne correspondait pas à leur terrain. C'est un peu comme si on essayait d'ouvrir toutes les portes avec la même clé. Si la clé ne rentre pas, ça ne veut pas dire que la porte, elle est défectueuse. Ça veut dire en fait qu'il faut juste trouver la bonne clé pour cette porte. Le corps, c'est pareil. Une femme peut avoir besoin de stabiliser son insuline en priorité. Une autre, ça va être reconstruire son sommeil. Une autre, ça va être soutenir le foie et les intestins. Donc, voilà, ça peut être aussi le système nerveux ou les minéraux essentiels qui peuvent manquer. La thyroïde, peut-être, qui semble correcte sur le papier, mais qui ne fonctionne pas de manière optimale au niveau cellulaire. Voilà. Donc, ça peut être les mêmes symptômes, mais des causes différentes. Et donc, une stratégie différente aussi. C'est pour ça que je me méfie des solutions universelles du genre mange moins, fais plus de sport, supprime les glucides, prends du magnésium, fais une détox, saute le repas du soir par exemple, prends tel complément, arrête les féculents le soir, etc. Tout ce que vous connaissez bien, je pense. Donc ces conseils peuvent parfois être utiles dans certains contextes, mais ça peut aussi être totalement inadapté dans d'autres. Donc par exemple, le jeûne intermittent peut convenir à certaines personnes, mais chez une femme déjà stressée, fatiguée, en manque de sommeil, avec des fringales ou un système nerveux en alerte, c'est une catastrophe pour le métabolisme et pour les hormones. Donc à éviter si vous avez recours, si vous vouliez tester le jeûne intermittent. Supprimer les glucides peut améliorer certains symptômes chez une personne, mais chez une autre, ça peut aggraver la fatigue, les compulsions, le sommeil ou le stress. Une cure détox, ça peut être intéressante si le corps est prêt à éliminer du coup, et surtout si la détox est bien faite. Mais si l'intestin est inflammé, si le transit est lent, si le foie est surchargé ou si l'énergie cellulaire est basse, ça peut faire complètement l'effet inverse. C'est pour ça que l'ordre des priorités est essentiel. Dans mon approche, je cherche à comprendre qu'est-ce qui bloque en premier, qu'est-ce que le corps essaie de compenser, qu'est-ce qu'il faut soutenir avant d'aller stimuler, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui surcharge, etc. Parce qu'un corps ne se transforme pas durablement quand on lui impose une méthode. Il se transforme mieux quand on comprend ce dont il a réellement besoin. Et c'est là que le test HTMA prend tout son sens, je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet épisode, mais ce test permet du coup d'avoir une lecture du terrain qui soit minérale et cellulaire. Donc il peut montrer des tendances, un métabolisme plutôt ralenti ou accéléré, un système sous stress, une vitalité basse, des déséquilibres entre certains minéraux, une difficulté d'adaptation ou une exposition à certains métaux toxiques aussi. Donc ça ne donne pas toutes les réponses à lui tout seul, encore une fois, mais ça permet de poser des meilleures questions, de poser les bonnes questions. Et souvent, c'est ça qui change tout. Parce que quand on croise le HTMA avec les symptômes, le bilan sanguin, l'historique de la personne, comment elle se nourrit, son sommeil, son stress et ses objectifs, on obtient une vision beaucoup plus précise. On dit plus simplement tu es fatigué, tiens, fais ça. On peut se demander pourquoi cette fatigue elle est là. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, le sommeil, la thyroïde, les minéraux, le système nerveux, le foie, les intestins, etc. Et à partir de là, le protocole devient beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace. Il devient plus ciblé, plus respectueux du corps là où il en est, là, maintenant. Parce qu'on ne demande pas au corps de tout faire en même temps, on respecte les étapes. D'abord, on va peut-être calmer l'inflammation digestive, stabiliser la glycémie, reconstruire les réserves minérales, ou alors on va d'abord soutenir le sommeil et le système nerveux, etc. C'est comme si vous étiez en train de rénover une maison, vous n'allez pas commencer par faire la déco. Si les fondations sont fragiles, si l'électricité elle dysfonctionne ou si les canalisations sont bouchées, non, en fait on va regarder d'abord la structure. On va d'abord sécuriser tout ça, réparer dans le bon ordre. Et après on embellit.
Le corps il fonctionne de la même façon. On commence pas toujours par ce qui est le plus visible, on commence par ce qui est prioritaire et c'est particulièrement vrai après 35 ans. Parce qu'à cet âge-là, le corps il a souvent déjà beaucoup compensé. Il a encaissé des années de stress, des nuits trop courtes, des régimes, des variations hormonales, des grossesses parfois, des inflammations, des charges émotionnelles, des périodes où on a tenu parce qu'il fallait tenir. Donc quand le corps ralentit, stocke, fatigue ou résiste, c'est pas forcément un caprice de notre corps. C'est parfois la conséquence de tout ce qu'il a dû porter. Comme j'ai dit, à un moment donné, le corps, il compense jusqu'à un certain point. À un moment donné, il y a un point de bascule. Et c'est pour ça qu'il mérite mieux qu'un protocole copier-coller. Ça mérite une stratégie. Concrètement, personnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de chercher la meilleure méthode et commencer à chercher la méthode la plus juste pour toi maintenant. Parce que ce qui est juste pour toi aujourd'hui ne sera peut-être pas exactement la même chose dans 6 mois. D'où l'intérêt de faire un retest aussi. Donc c'est un deuxième test HTMA. Au début, notre corps il peut avoir besoin de récupération, de minéraux, de digestion, de stabilité. Plus tard, il pourra peut-être tolérer plus d'intensité, de détoxification, plus de renforcement, d'optimisation. C'est évolutif. Personnaliser, ça veut aussi dire observer ses réactions. Est-ce que ce petit déjeuner que je prends aujourd'hui me stabilise vraiment mon énergie? Est-ce que cette pratique sportive, elle me donne de l'énergie ou est-ce que plutôt elle m'épuise? Est-ce que ce complément, il m'aide ou est-ce qu'au contraire, il stimule beaucoup trop mes cellules? Est-ce que mon sommeil s'améliore? Est-ce que mon transit il s'améliore? Est-ce que mon humeur est plus stable? Voilà, votre corps il vous donne tout le temps les réponses. Encore faut-il les écouter et y être attentive. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de ne pas suivre une méthode comme un règlement intérieur, mais comme une expérience intelligente. On teste, on observe, on ajuste. Et c'est exactement ce dont beaucoup de femmes ont besoin après 35 ans. Et si vous deviez retenir une chose de ce dernier pilier, ce serait qu'après 35 ans, votre corps n'a pas besoin d'une méthode de plus. Il a besoin d'une stratégie qui respecte votre histoire, votre terrain et vos priorités du moment. Et c'est précisément ce que j'ai voulu vous transmettre dans ces 10 piliers, c'est de ne pas regarder votre corps comme un problème à corriger, mais comme un système à comprendre. Parce que quand on comprend son corps, on n'a plus besoin de le forcer de la même manière. On peut l'accompagner, on peut l'aider à retrouver de l'énergie, on peut soutenir son métabolisme au bon endroit, on peut sortir des solutions génériques. Et on peut du coup derrière évidemment avancer vers nos objectifs avec une approche qui est plus juste et surtout plus durable. Donc voilà pour cette deuxième partie qui finalement a duré pas mal de temps aussi. Donc sur les 10 piliers essentiels pour les femmes de plus de 35 ans. Dans cette partie, on a parlé du sommeil, du foie, de l'intestin, de l'alimentation moins transformée, de l'énergie cellulaire, des minéraux, de la règle des 80-20 et de l'importance de personnaliser au lieu de copier des protocoles tout faits. Donc si j'avais quelque chose à vous dire, c'est que après 35 ans, votre corps, il n'a pas besoin qu'on lui fasse la guerre. Il a besoin qu'on apprenne à mieux le comprendre. Parce que tous les symptômes que vous pouvez ressentir, fatigue fringale, sommeil perturbé, prise de poids, digestion difficile, brouillard mental, etc., c'est pas des fatalités, ce sont des messages, ce sont des signaux qui méritent d'être écoutés avec plus de finesse, puisque votre corps il a une histoire, votre métabolisme a une histoire, donc si vous voulez retrouver un corps qui répond mieux, il faut parfois arrêter de chercher une nouvelle méthode miracle et commencer à identifier ce qui bloque vraiment chez vous. Est-ce que c'est l'insuline, la thyroïde, le sommeil, le système nerveux, les intestins, etc. Tout ce qu'on a vu dans ces 2 parties d'épisodes. Donc c'est exactement ce que j'aide les femmes à comprendre dans mon accompagnement. Donc si en écoutant cet épisode, si tu t'es reconnu dans plusieurs piliers, si tu sens que ton corps ne répond plus comme avant, que tu fais déjà beaucoup d'efforts mais sans obtenir les résultats que tu espères, eh bien je t'invite à réserver ton bilan offert de 30 minutes. C'est un échange individuel pendant lequel on fait le point sur ta situation, tes symptômes, tes objectifs, on voit ce que tu as déjà essayé, ce qui pourrait expliquer que ton métabolisme soit aujourd'hui bloqué ou ralenti. L'objectif, c'est pas de te donner une solution toute faite, c'est de commencer à comprendre ton terrain et de voir quelle stratégie serait la plus adaptée à toi. Donc,
Tu trouveras le lien, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode pour réserver votre bilan offert. En attendant, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager aux femmes autour de vous qui ont besoin d'entendre que leur corps n'est pas foutu, qu'elles ne sont pas folles et qu'il existe une autre façon de comprendre ce qu'elles vivent. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, d'avoir écouté la première partie aussi. Et je vous retrouve très bientôt pour continuer à vous aider à mieux comprendre votre corps, votre métabolisme et tout ce qui peut vous aider à retrouver plus d'énergie, de clarté et de confiance dans votre corps. À très vite!